Plongeons directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on explore un truc absolument fascinant, la puissance de l'évolution naturelle. Vous savez, ce concept merveilleux que le biologiste Richard Dawkins appelle l'horloger aveugle. C'est cette force créatrice complètement dingue capable de fabriquer des yeux ultra complexes ou des écosystèmes entiers sans aucune intention consciente. Mais la question à 1 million d'euros, c'est qu'est-ce qui se passe quand des informaticiens essayent de capturer cette force créatrice et de l'enfermer dans leurs ordinateurs? On s'attend à des miracles évidemment, mais comme on va le voir dans ce décryptage basé sur les travaux du chercheur Thomas Miconi, la réalité informatique est un peu plus têtue que prévu. Au programme de notre analyse aujourd'hui, on commence par la promesse de l'évolution artificielle, on fait un petit rappel indispensable sur ses vrais mécanismes, on accueille un concept génial appelé la reine rouge, on regarde où les ordi plantent concrètement et on finit par redéfinir ce qu'est vraiment le progrès. C'est parti! Première partie, la promesse de l'évolution artificielle. L'idée de base, franchement, elle est grandiose. Le rêve des chercheurs, c'est de prendre cette immense machine à inventer qu'est l'évolution, de la coder en algorithme et de la laisser résoudre toute seule nos problèmes d'ingénierie les plus complexes. On a souvent cette attente super bien résumée par cette citation de Bedeau et Packard. On se dit que l'évolution, ça pousse forcément vers le haut, vers plus de complexité et de performance. C'est super intuitif, non ? On imagine l'évolution comme une belle ligne droite qui monte vers le progrès. Eh bien, comme on va le découvrir, c'est un énorme biais de notre part. Deuxième point, et c'est crucial, il faut revenir aux bases et redéfinir les vrais mécanismes de l'évolution pour dissiper les malentendus. Parce que concrètement, l'évolution, c'est quoi ? C'est juste un changement qui se transmet. C'est tout. Zéro, mais alors zéro notion d'amélioration ou d'adaptation là-dedans. Si des animaux qui vivent dans une grotte totalement sombre perdent la vue ou même leurs pattes au fil des générations, eh bien, c'est de l'évolution. C'est juste un changement héréditaire, point barre. Du coup, il faut vraiment séparer l'évolution générale de la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est le filtre. C'est elle qui fait le tri dans les mutations aléatoires en regardant une seule et unique chose. Comment une caractéristique physique interagit avec l'environnement pour permettre de se reproduire. Et pour que la machine darwinienne se mette en route, que ce soit dans une forêt ou dans le code de votre ordi, il y a une checklist très stricte. Il faut de la multiplication pour créer de nouvelles entités, de la variation pour ne pas avoir que des clones, et de l'hérédité pour que les changements se transmettent. Pas de ça, pas d'évolution. Et attention, il y a un piège énorme ici. Le succès, pour la sélection naturelle, ce n'est pas de survivre longtemps. Le but ultime, c'est la contribution aux générations futures. Imaginez un animal qui vit 1000 ans en parfaite santé, mais qui ne fait jamais de bébé. Pour la sélection naturelle, c'est un échec total. Littéralement. Prenez l'histoire complètement dingue de la petite douffe du foie. C'est un ver parasite, il infecte une fourmi, migre dans son cerveau et la zombifie pour la forcer à grimper sur un brin d'herbe et se faire dévorer par un mouton. Le ver dans le cerveau meurt pendant l'opération. Il ne se reproduira jamais. Mais son sacrifice permet à ces clones génétiques cachés dans le ventre de la fourmi de survivre et de continuer leur cycle. La sélection naturelle peut donc carrément favoriser un comportement qui tue l'individu tant que ça propage le gène globalement. Troisième partie. Les choses se corsent avec l'entrée en scène d'un concept génial, la coévolution et l'effet de la reine rouge. Imaginez, l'espèce A, disons un prédateur, évolue et devient plus rapide. Bim! D'un seul coup, l'environnement de la proie B devient hyper dangereux. Donc la proie s'adapte à son tour, elle devient plus agile. Résultat, le prédateur galère à nouveau et doit encore s'adapter. C'est un cycle sans fin. On appelle ça l'effet de la reine rouge, en référence au personnage d'Alice au Pays des Merveilles, qui explique qu'il faut courir de toutes ses forces, simplement pour rester à la même place. Et c'est exactement là qu'on s'est planté en informatique. On pensait pouvoir lancer une sorte de course aux armements qui ferait inexorablement exploser la complexité de nos algorithmes vers le haut. Mais la réalité glaciale de la reine rouge, c'est que s'adapter en permanence, ça ne garantit pas du tout de devenir objectivement meilleur. Ça empêche juste de disparaître face à des adversaires qui n'arrêtent pas de changer. Ce qui nous amène à la partie 4, les obstacles sur la route. Que se passe-t-il vraiment quand les ordinateurs essaient de simuler tout ça ? Eh bien, ils perdent les pédales. Au lieu d'avoir une belle marche triomphale vers l'intelligence artificielle suprême, on tombe sur ce que les chercheurs appellent des pathologies. Le système s'effondre dans des boucles infinies ou régresse totalement. Regardons 2 des pires scénarios, l'intransitivité et l'opportunisme. L'intransitivité, c'est basiquement un gigantesque jeu de pierre, papier, ciseaux. L'algorithme invente la stratégie pierre pour battre ciseaux. Super. Puis, il invente papier pour battre pierre. On se dit, génial, on progresse. Et puis, l'algorithme réinvente ciseaux pour battre papier. Et on tourne en rond, indéfiniment. C'est le serpent qui se mord la queue, avec 0 amélioration globale à la fin.
Et attendez, l'opportunisme, c'est encore plus frustrant. Vous laissez tourner votre simulation pendant des jours, l'ordinateur vous pond une IA extrêmement complexe et robuste, et là, un parasite numérique complètement primitif débarque et exploite la seule micro-faille de votre belle IA. Que fait le système? Aveugle comme il est, il jette votre IA ultra développée à la poubelle et favorise ce parasite stupide mais ponctuellement gagnant. C'est à s'arracher les cheveux. 5e et dernière partie, redéfinir le progrès. Comment on sort de ce cauchemar virtuel? Il faut se poser la vraie question. Qu'est-ce que meilleur veut vraiment dire? C'est le cœur absolu du problème. Comment pouvez-vous dire qu'une intelligence artificielle est meilleure si la définition même de la réussite change à chaque génération? C'est comme si les questions de votre examen final changeaient tous les jours. Impossible de prouver que vous êtes globalement devenu plus intelligent, non? Et c'est là que l'analyse de Thomas Miconi tape dans le mille. Nous, les humains, on veut voir un progrès absolu. On veut que le système devienne objectivement plus fort face à n'importe quel défi. Sauf que la sélection naturelle s'en fiche complètement de l'absolu. Elle ne connaît que la supériorité relative. Être meilleur, pour elle, c'est juste être un tout petit peu plus performant que le gars qui se trouve en face de vous, à la seconde T. Rien de plus. Alors pour sortir de cette impasse, Miconi a une idée brillante, diviser le concept de progrès en 3 catégories bien nettes. Le progrès local, le progrès historique et le Graal, le progrès global. C'est super logique quand on regarde ça. Le progrès local, c'est juste battre vos concurrents actuels. Le progrès historique, c'est vérifier si vous êtes capable de battre vos propres ancêtres. Et le progrès global, c'est d'être capable de battre absolument n'importe quel adversaire possible. La grande leçon de tout ça, c'est que l'évolution naturelle vous donne le progrès local presque gratuitement. Mais si vous voulez un vrai progrès global dans vos ordinateurs, il faut tricher un peu. Il faut forcer l'algorithme, par exemple en créant des archives pour l'obliger à toujours savoir battre ses anciens adversaires. Ça ne se fait pas tout seul. Ce qui nous amène à une question assez vertigineuse pour terminer. Pensez à notre propre société. Avec nos smartphones, nos intelligences artificielles, notre frénésie d'innovation. Est-ce qu'on est vraiment en train de vivre un progrès global et absolu? Ou est-ce qu'on est juste en train de courir comme des fous avec la Reine Rouge à inventer des solutions ultra complexes uniquement pour régler les problèmes causés par nos propres inventions précédentes? Je vous laisse méditer là-dessus. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite pour une nouvelle analyse.